Bolo Yeung a récemment révélé une vérité choquante sur Bruce Lee, deux légendes des arts martiaux qui ont marqué l'histoire du cinéma d'action et de la culture populaire mondiale. Bruce Lee, souvent considéré comme le père des arts martiaux modernes, a révolutionné la façon dont le monde perçoit le combat et la philosophie orientale à travers ses mouvements fluides, sa vitesse surhumaine et sa quête incessante d'amélioration personnelle. Son impact transcende le simple divertissement. Il a brisé les barrières raciales à Hollywood, popularisé des concepts comme le Jeet Kune Do, son style hybride qui rejette les formes rigides au profit de l'adaptabilité et inspiré des générations d'athlètes, d'acteurs et de penseurs. De l'autre côté, Bolo Yeung, avec sa silhouette colossale et ses performances brutales, incarne la puissance physique brute, un tank humain comme on l'appelait à l'époque, capable de dominer l'écran par sa simple présence. Né sous le nom de Yang Eze, il est devenu synonyme de méchants inoubliables, ces antagonistes qui, par leur force implacable, forcent les héros à puiser dans leurs réserves les plus profondes. Leurs chemins se sont croisés de manière décisive dans le film culte The Dragon en 1973, une collaboration qui non seulement a propulsé leur carrière vers des sommets inattendus, mais a aussi forgé une amitié profonde et respectueuse, teintée d'admiration mutuelle. Ce film, réalisé par Robert Clouse pour Warner Bros. Et Golden Harvest, était destiné à être l'entrée triomphale de Bruce Lee sur le marché occidental, mais la mort prématurée de Lee, survenue seulement un mois avant la sortie américaine, en a fait une légende posthume. Bolo Yeung, qui y jouait le rôle du fidèle et redoutable Bolo, second du sinistre Han, a vu sa vie transformée. Ce qui n'était qu'un rôle secondaire est devenu l'étincelle d'une carrière internationale. Bien que Bolo évite généralement les feux des projecteurs, il a toujours préféré la discrétion à l'ego surdimensionné des stars hollywoodiennes. Il a brisé son silence lors d'une interview rare en novembre 2022, accordée en mandarin et traduite par des passionnés comme Birdie Bruce Lee Central. Dans cette conversation intime, il a partagé des anecdotes inédites sur le Petit Phénix, comme on surnommait Bruce, révélant non seulement des détails sur leur amitié, mais aussi des vérités sur la personnalité de Lee, sa vitesse légendaire et les défis rencontrés sur le plateau. Ces révélations, souvent teintées d'une émotion palpable, humanisent une icône souvent mythifiée, montrant un homme non seulement invincible à l'écran, mais aussi vulnérable face à la pression et aux provocations. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut remonter aux origines de Bolo Yeung, un parcours semé d'embûches qui a forgé l'homme derrière le monstre d'acier. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, alors appelé Canton, en Chine continentale, dans une famille modeste de classe ouvrière, son père était un petit commerçant luttant pour joindre les deux bouts et sa mère une femme au foyer dédiée à l'éducation de ses enfants dans un contexte de pauvreté persistante. L'enfance de Yang Eze n'avait rien de glamour. Les années 1950 en Chine étaient une ère de chaos. La Grande Famine, 1959 à 1961, qui a causé la mort de dizaines de millions de personnes en raison des politiques agricoles désastreuses du grand bond en avant, a ravagé les campagnes et les villes. Guangzhou, port animé mais surpeuplé, était un foyer de misère où les rations alimentaires étaient maigres et les opportunités rares pour un garçon comme Eze, qui grandissait au milieu de la poussière des rues et des cris des marchés noirs. À l'âge de 10 ans seulement, il trouva refuge dans les arts martiaux, un choix qui n'était pas anodin dans une société où le kung-fu n'était pas qu'un sport, mais un mode de vie ancré dans la culture confucéenne et taoïste. Sous la tutelle de maîtres locaux renommés dont certains disciples de lignée shaolinienne traditionnelle, Eze a appris les bases du kung-fu du Sud, avec son accent sur les mouvements courts et explosifs, adaptés aux combats rapprochés dans les ruelles étroites des villes chinoises. Ces entraînements n'étaient pas de simples exercices physiques. Ils inculquaient une discipline mentale qui contrastait avec le tumulte extérieur. Le tai chi, qu'il maîtrisa plus tard, devint son ancre. Cette pratique lente, presque méditative, enseignait la fluidité et l'équilibre interne, des leçons cruciales pour un enfant confronté à l'instabilité. Imaginez un jeune garçon, maigrelet et affamé, répétant des formes dans une cour délabrée sous les yeux sévères d'un sifu, tandis que les échos de la révolution culturelle naissante, avec ses meetings politiques obligatoires et ses dénonciations, résonnaient au loin. Pour Eze, les arts martiaux offraient non seulement une défense contre les bagarres de rue, mais un chemin vers la concentration et la résilience, des qualités qui l'aideraient à survivre à l'adversité. Animé par un désir viscéral d'amélioration, il s'entraînait des heures par jour, souvent au lever du soleil, dans des dojos improvisés où l'air était chargé d'encens et de sueur. Pourtant, la Chine des années 1960 n'offrait guère d'avenir. L'ascension du communisme sous Mao Zedong avait transformé le pays en un kaléidoscope de répression, de manifestations violentes et de violations des droits humains. Les purges politiques, les camps de rééducation et la surveillance omniprésente rendaient la vie intenable pour quiconque aspirait à la liberté. C'est dans ce contexte oppressant que Eze prit la décision la plus audacieuse de sa vie, fuir vers Hong Kong. À 14 ans,
En 1960, il se rendit à Shenzhen, la ville frontalière la plus proche, et entreprit un périple périlleux. Nager 4 kilomètres à travers la baie de Dibé, une étendue d'eau infestée de requins, de courants traîtres et patrouillés par les gardes frontières communistes. Contrairement à de nombreux réfugiés qui périrent noyés ou capturés, Eze émergea de l'autre côté, épuisé mais libre, sur les rivages de la colonie britannique. Hong Kong, à l'époque, était un oasis de libéralisme relatif, un melting pot bouillonnant de réfugiés chinois, de marchands britanniques et d'immigrants du monde entier, où les rues de Kowloon pulsaient au rythme des néons, des vendeurs ambulants et des opéras cantonais. Cette île cosmopolite, avec ses gratte-ciels naissants et son économie en pleine effervescence, boostée par l'industrie textile et le cinéma, offrait à Eze un nouveau départ. Il s'installa dans les quartiers populaires, travaillant comme ouvrier dans une usine pour subvenir à ses besoins, tout en continuant ses entraînements. C'est à Hong Kong que Eze découvrit sa passion pour la musculation, un complément parfait à ses arts martiaux. Il croyait fermement qu'un corps sculpté renforçait non seulement la puissance des coups, mais aussi la confiance intérieure, alignant le physique et l'esprit dans une harmonie taoïste. Les salles de gym locales, souvent des sous-sols enfumés équipés de haltères rouillés, devinrent son sanctuaire. En 1969, à 23 ans, il remporta le titre de Monsieur Hong Kong Bodybuilding, un concours prestigieux qui attirait les foules dans les auditoriums bondés de l'île. Ce n'était pas un coup d'éclat isolé. Il conserva ce titre pendant 10 ans consécutifs, de 1970 à 1980, dominant la scène avec une masse musculaire impressionnante, 100 kilos de muscles purs pour 1,70 m qui le fit surnommer l'Hercule chinois. Ses routines étaient légendaires. Des séances de 5 heures quotidiennes, mêlant squat lourd, développé couché à 150 kg et pose statuaire inspirés des bodybuilders américains comme Arnold Schwarzenegger, dont les revues importées clandestinement alimentaient ses rêves. Malgré la gloire locale des couvertures de magazines comme Muscle et Fitness Asia et des contrats publicitaires pour des compléments protéinés, Bolo resta humble. Pour lui, la musculation n'était pas une quête de vanité, mais un outil pour l'harmonie spirituelle, un prolongement du tai chi qui équilibrisait yin et yang. Hong Kong des années 1970 était le terreau idéal pour cette ascension. La ville, sous le mandat britannique, vivait une explosion culturelle, une scène de bodybuilding en pleine expansion, avec des clubs comme le Hong Kong Bodybuilding Association qui organisaient des compétitions internationales attirant des talents d'Asie du Sud-Est. Bolo prospéra dans cet environnement, devenant instructeur dans une salle de Kowloon où il coachait de jeunes apprentis, partageant non seulement des techniques de levage, mais aussi des leçons de persévérance tirées de sa fuite. Périlleuse, son dévouement porta ses fruits. Il ne se contentait pas de gagner des trophées. Il inspirait une génération, prouvant qu'un réfugié pouvait devenir un colosse. Pourtant, même au sommet, Bolo soulignait que ses succès n'étaient motivés ni par la gloire ni par l'argent, bien que ses victoires lui aient valu des prix modestes et une reconnaissance locale, mais par une quête personnelle d'équilibre. Le tai chi, pratiqué au lever du soleil sur les quais de Victoria Harbour, avec la brume matinale enveloppant les ferries, lui permettait d'aligner corps et âme, transformant la force brute en une énergie sereine. La popularité de Bolo ne resta pas confinée au gym et au podium. Elle s'étendit comme une traînée de poudre à travers Hong Kong, portée par les rumeurs et les photos dans les journaux sportifs. À une époque où la culture pop hongkongaise fusionnait tradition ancestrale et influence occidentale, des Beatles diffusés sur les radios pirates aux films de James Bond projetés dans les cinémas de Mongkok, Bolo devint une figure emblématique. Cette notoriété ouvrait les portes d'un monde plus glamour. Le cinéma, cette industrie florissante qui faisait de Hong Kong la Hollywood de l'Est. Dans les années 1960 à 1970, les studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest dominaient la scène, produisant des centaines de films par an, souvent tournés en 30 jours sur des budgets minuscules. Ces longs métrages d'arts martiaux, avec leurs chorégraphies explosives et leurs intrigues simples, héros orphelins vengeant sa famille contre un clan maléfique, transcendaient les frontières, exportés en Asie du Sud-Est, en Europe et même aux États-Unis via des circuits underground. Tout comme le K-pop aujourd'hui capte un public global avec son énergie hybride, les films hongkongais des années 70 offraient un mélange irrésistible de spectacles physiques, de drames familiales et de morale confucéenne, captivant des audiences en quête d'évasion. Les producteurs, affamés de talents frais, cherchaient des acteurs capables d'incarner la dualité du genre, une présence physique intimidante alliée à une expressivité subtile. Bolo Yeung, avec son torse massif 140 cm de tour de poitrine et son background martial, était le candidat parfait. Sa musculature n'était pas un simple atout esthétique. Elle authentifiait les scènes de combat, rendant chaque coup plus viscéral. À la fin des années 60, les dirigeants de Shaw Brothers, l'empire cinématographique fondé par les frères Ron et Ram Shaw, repérèrent son potentiel.
Ce studio légendaire, basé dans les studios opulents de Kiroterbe, produisait des classiques comme The 36 TH Chamber of Shaolin ou comme Drink With Me, mélangeant opéra cantonais et kung-fu moderne. Ils offraient à Bolo ses premiers rôles, modestes mais cruciaux, des figurants musclés dans des foules de guerriers ou des gardes impitoyables dans des duels chorégraphiés par des maîtres comme Lo Kar Leung. Ses débuts, bien que mineurs, souvent des apparitions de 5 minutes dans des films comme The Chinese Boxer, 1970, posaient les fondations d'une trajectoire fulgurante. Bolo apportait une présence stoïque, un regard perçant qui n'avait besoin d'aucun dialogue pour menacer. Son rôle dans The Heroic Ones, 1970, réalisé par Chan Che, le vit incarner un barbare tatoué dans une épopée de trahison et de sang versé, une scène où il décapite un ennemi d'un revers de hache devint iconique, filmée en un seul plan pour capturer la brutalité réelle. Puis vint The Deadly Duo, 1971, où il jouait un assassin impitoyable chassant des jumeaux vengeurs. Sa silhouette massive, enveloppée dans des armures de cuir clouté, contrastait avec la grâce des héros, forçant les spectateurs à retenir leur souffle lors de chaque confrontation. Dans Angry Guest, 1971, il était un seigneur de guerre corrompu, dont les poings comme des marteaux pulvérisaient les défenses des protagonistes. Ses films, tournés dans les décors kitsch de Shaw, palais en carton-pâte et cours intérieurs illuminés par des projecteurs aveuglants, exigeaient une endurance surhumaine. Des cascades sans filet, des répétitions interminables sous un soleil tropical et des blessures réelles masquées par du maquillage. Malgré ces avancées, Bolo affrontait des obstacles colossaux. L'industrie cinématographique hongkongaise des années 70 était un champ de bataille, concurrence féroce entre studios, budget serré imposant des tournages éreintants, jusqu'à 18 heures par jour, et une barrière linguistique pour un continental comme lui. Le cantonais, dialecte rapide et nuancé de Hong Kong, était une montagne à gravir. Bolo, avec son accent du Guangdong, peinait à mémoriser les répliques complexes, se contentant souvent de grognements ou de regards lourds de sens. Les subtilités culturelles, l'humour sarcastique des dialogues, les références à l'histoire impériale ajoutaient à l'isolement. Pourtant, sa persévérance paya. Shaw Brothers, voyant en lui l'incarnation du méchant idéal stoïque, discipliné, impitoyable, lui confia des rôles plus substantiels. Dans Deadly Duo, il n'était plus un simple bourreau. Il devenait un antagoniste avec une backstory, un guerrier marqué par la trahison, apportant une profondeur psychologique rare pour l'époque. Sa capacité à mêler puissance physique et nuances émotionnelles, un sourcil arqué pour suggérer la ruse, un sourire carnassier pour le sadisme, transformait des stéréotypes en personnages mémorables. Ce qui distinguait Bolo, c'était sa façon de transcender l'archétype du méchant musclé. Dans une industrie saturée de brutes unidimensionnelles, des colosses hurlants vaincus en 3 coups, il insufflait une complexité, empathie cachée sous la fureur, vulnérabilité dans la force. Les spectateurs, captivés, se connectaient à ces antagonistes qui, malgré leur rôle, humanisaient le mal, forçant une réflexion sur la frontière entre héros et monstres. Sa musculature n'était pas gratuite, elle renforçait l'authenticité des combats, où chaque impact, un coup de pied circulaire brisant une planche, un étranglement simulant l'asphyxie semblait réel. Collaborer avec les talents de Shaw, comme les réalisateurs Chan Che et Lo Wei, ou les chorégraphes Yang Wuping, futur maître de Matrix, et Bolo. Il affinait ses techniques, s'adaptait au style varié du wuxia poétique au kung-fu brutal et se poussait à l'excellence. Son passage chez Shaw Brothers, de 1969 à 1971, forgea son héritage, un modèle pour les acteurs émergents, un blueprint pour les scénaristes crafting des vilains nuancés. À mesure que Hong Kong s'affirmait comme capitale du cinéma martial, le vivier de talents explosait, de T-Line à David Chiang, et la demande pour des perspectives innovantes grandissait. C'est dans ce bouillonnement que Bolo croisa une autre étoile montante, Bruce Lee. Bruce Lee, né Lee Jun-fan le 27 novembre 1940 à San Francisco, pendant une tournée théâtrale de ses parents, était un produit hybride de l'Orient et de l'Occident. Fils d'une actrice d'opéra cantonais et d'un père entrepreneur, il grandit à Hong Kong, immergé dans le monde du spectacle dès le berceau. À 3 mois, il tournait déjà dans des films comme Golden Gate Girl. Exposé tôt au chaos des rues de Kowloon, bagarre de gang, rivalité tribale, Bruce canalisa son énergie turbulente dans le Wing Chun sous la tutelle de Ip Man, un maître légendaire dont les leçons d'efficacité et de précision forgèrent son style. À 18 ans, en 1959, face à des ennuis judiciaires après une rixe, sa famille l'envoya à Seattle, où il atterrit comme un poisson hors de l'eau, serveur dans un restaurant chinois, étudiant à l'Université de Washington en philosophie, influencé par Krishnamurti et Jiddu, et fondateur de sa première école de kung-fu. À Seattle, il fusionna influences, Wing Chun avec boxe occidentale, escrime pour la précision, et même des éléments de danse pour la fluidité. En 1964,
il ouvrit Junfan Kung Fu Institute, enseignant à des élèves comme Steve McKean et James Coburn, et inventa le Jeet Kune Do en 1967. Utilise ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas. Son ascension cinématographique fut fulgurante. De retour à Hong Kong en 1971, il signa avec Golden Harvest, produisant The Beat Boss 1971, qui cassa le record avec $3 millions achetés en 3 jours. Suivirent Fist of Fury 1972 et Way of the Dragon 1972, où il affronta Chuck Norris dans un colisée romain mythique. Bruce n'était pas qu'un combattant. Il était un philosophe charismatique, écrivant des essais sur la voie de l'autre adaptable et critiquant les formes rigides des arts traditionnels. Pourtant, malgré sa gloire, il aspirait à Hollywood pour briser les stéréotypes asiatiques, des rôles de majordome ou de blanchisseur à des héros complexes. C'est dans cette quête que leurs destins se lièrent, en 1971, sur le plateau d'une pub pour Winston Cigarette, tournée dans un studio enfumé de Kowloon, Bruce et Bolo se rencontrèrent. Bruce, 31 ans, élancé et nerveux comme un ressort, et Bolo, 25 ans, massif et impassible, sympathisèrent instantanément. Ils échangèrent sur les techniques, Bruce fasciné par la puissance de Bolo, ce dernier admiratif de la vitesse de Lee, et nouèrent un lien fraternel fondé sur le respect mutuel des pionniers. 1 an plus tard, Bruce invita Bolo à rejoindre Ante the Dragon, un projet ambitieux, un tournoi martial sur une île secrète mêlant espionnage et combat chorégraphiés par Lee lui-même. Pour se préparer, Bolo s'isola sur une île reculée, peut-être Lanto, avec ses sentiers escarpés et ses temples bouddhistes, s'entraînant sous un soleil impitoyable. Circuit de shadowboxing, levée de poids improvisés avec des rochers et méditation pour affûter l'esprit. Le tournage, en 1972 au Golden Harvest Studio et sur l'île de Shengshou, fut une épopée, budget de $850 000, mais retour de 400 millions à ce jour. Bolo incarna Bolo, le garde du corps de Han Shishkian, un colosse impitoyable qui massacre 4 gardes d'un seul coup dans une scène sanglante, filmée en plan serré pour accentuer la brutalité. Son surnom naquit là, Bolo devint son nom de scène, collant à lui comme une seconde peau. Pendant les pauses, Bruce et Bolo raffinaient les chorés. Bruce démontrait des coups de pied latéraux fulgurants. Bolo testait des prises de karaté. Ils partageaient des repas de dim sum, discutant philosophie. Bruce citant Sun Tzu, Bolo évoquant le taoïsme. Le film, avec John Saxon et Jim Kelly, explosa les conventions. Combat réaliste, sans câble ni ralenti, et une bande-son funky de Lalo Schifrin. Succès commercial et critique, il propulsa le Kung Fu en Occident, influençant Kung Fu de David Carradine et les dojos américains. Dans son interview de 2022, Bolo révéla des coulisses fascinantes. Bruce, souvent provoqué par des figurants doutant de sa vraie vitesse, refusait les défis mais cédait parfois. Un extra, un karatéka arrogant, le défia. Bruce, en un éclair, envoya un coup de pied à la tête, terminant le combat avant que l'homme ne touche le sol. Il était trop rapide, comme un fantôme, confia Bolo, impressionné par les 8 coups par seconde de Lee. Il décrivit le one-inch punch, un impact à 1 pouce de distance atteignant 190 km/h, capable de projeter un homme de 90 kg sur 5 mètres, fruit d'un entraînement rigoureux, 500 abdos quotidiens, sprint lesté et shadowboxing pendant des heures. Ces anecdotes humanisent Bruce, non un demi-dieu, mais un homme sous pression, défendant son honneur avec une humilité feinte. Comparez leur style, un exercice fascinant, bien que hypothétique. Bruce, maître du Wing Chun et du Jeet Kune Do, privilégiait la vitesse, réaction en 0,05 secondes, la précision et l'adaptabilité, esquive circulaire, contre-attaque aux points vitaux, intégrant boxe et escrime. Bolo, mélange de Kung Fu du Sud et karaté, misait sur la puissance brute, coup dévastateur, endurance forgée par la musculation et une résistance phénoménale, capable d'encaisser des chocs sans fléchir. Physiquement, Bolo dominait. 1,70 m pour 100 kg de muscles secs, contre 1,72 m et 64 kg pour Bruce, élancé comme un sprinter. Dans un kumite sans règles, Bruce exploiterait sa mobilité pour éviter les marteaux de Bolo, visant yeux et gorge avec son one-inch punch. Mais un seul impact de Bolo, un high kick circulaire, pourrait assommer Lee. Les experts divergent. Certains, comme les analystes de Black Belt Magazine, penchent pour Bruce par son IQ combat. D'autres soulignent l'endurance de Bolo, forgée par des combats de rue simulés. En fin de compte, leur respect mutuel, Bolo appelant Bruce frère, rend ce duel improbable. C'était une complémentarité, pas une rivalité. Le décès de Bruce le 20 juillet 1973, à 32 ans édème cérébral, selon l'autopsie, dans un appartement de Kowloon, frappa Bolo comme un coup de tonnerre. « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu l'honneur de l'appeler mon ami », déclara-t-il des années plus tard, la voix brisée.
Leur amitié, née en 1971 sur ce plateau publicitaire, s'était approfondie. Entraînement commun, échanges philosophiques et une vision partagée de promouvoir les arts martiaux. Enter the Dragon propulsa Bolo à Hollywood, des bruxploitations comme The Clone of Bruce Lee, 1977, aux comédies de Sammo Hung, My Lucky Star, 1985, où il duellait avec des stars comme Jackie Chan son rôle dans Legacy of Rage, 1986, face à Brandon Lee, fils de Bruce, fut poignant, un clin d'œil filial chargé d'émotion. Puis vint Bloodsport, 1988, un pivot. Réalisé par Knut Arnold sur un budget de 1,5 million, ce film sur le kumite clandestin de Kume au Japon, inspiré des récits de Frank Dux, lança Jean-Claude Van Damme. Bolo y jouait Chong Li, le champion impitoyable, tatoué, yeux froids, brisant des briques d'un coup de poing. Sa scène d'ouverture, où il décapite un adversaire d'un high kick, devint légendaire. Le climax contre Van Damme, avec des splits et des headbutts, fit hurler les salles. Bolo et Van Damme nouaient en amitié. JC est un frère, dit-il, menant à Double Impact 1991, où ils incarnaient des jumeaux vengeurs dans une Hong Kong néonisée. Ces films fusionnèrent Kung Fu oriental et kickboxing occidental, influençant le MMA naissant. Aujourd'hui, retraité à Monterey Park, Californie, avec sa femme discrète et ses 3 enfants, dont le fils David, champion de bodybuilding, Bolo reste une icône. À 79 ans, il pratique le tai chi au lever du soleil, gère l'association des gyms de Hong Kong et inspire via des docs commentés The Clone of Bruce. Son héritage, une marque indélébile, des méchants qui humanisent le mal, une amitié avec le phénix et une leçon de persévérance. La révélation de 2022 n'est pas un scandale, mais un hommage. Bruce n'était pas invincible, mais humain, rapide comme l'éclair et irremplaçable. Leur duo, immortalisé à l'écran, continue de captiver, rappelant que les vraies légendes se forgent dans l'ombre des défis. 3,9 est rapide.